Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes lectures favorites sur le premier trimestre de l'année 2020. Et je sais pas, alors là j'espère que je vais pas tout faire tomber, mais j'ai à peu près tout ça à vous présenter dans cette vidéo. Alors pour la faire un peu plus courte, je vais faire des présentations très rapides, donner mon avis très rapidement. Surtout que vous allez voir que pour certains livres qui sont ici, j'ai déjà publié ma chronique sur le blog, donc petite page publicité. N'hésitez pas à vous rendre sur le site unmondedeconteuse.com, je vous mets l'adresse ici, très facile à retenir, qui est du coup mon blog sur lequel je publie pas mal de chroniques. Alors fut un temps, j'ai un petit peu arrêté de publier des chroniques, comme j'ai arrêté de publier des vidéos, hein, je suis carrément partie tout court, mais maintenant je reprends le rythme, donc voilà, j'espère que pour vous tout va bien dans cette situation un peu particulière qu'est le confinement. Je sais que c'est pas facile, on est tous dans cette situation, on est tous enfermés chez nous. On va essayer de rester positif, vous, moi, tout le monde, voilà, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Et on va essayer surtout de s'éloigner de tout ce climat ambiant, que ce soit sur les médias, donc internet, la télé, Facebook ou même maintenant YouTube, avec ces personnes qui ne font que nous polluer l'esprit avec leur confinement. Parce que d'accord, c'est vraiment une petite aparté, mais c'est parce que c'est un peu mon coup de gueule aussi, faut le savoir. Du moment, c'est que, ok, c'est intéressant les médias, pour nous tenir au courant de ce qui se passe en temps réel, etc. Par contre, ce que je trouve vraiment abusé, c'est que de plus en plus de monde profite de cette situation pour se faire des sous-sous, que ce soit sur YouTube où j'ai découvert que énormément de youtubeurs pourtant célèbres qui n'ont pas forcément besoin en tout cas de cette médiatisation utilisent le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui pour se faire des sous. Et je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi ça me monte à la tête, mais d'une puissance. Et du coup voilà, je trouve ça vraiment abusé. Par contre, si je vous parle de ça, c'est aussi pour mettre en avant le fait que je trouve que tous les booktubeurs et bookstagrammeurs, donc Instagram pour les livres, hein, ceux qui ne connaissent pas forcément cet univers-là, eux sont très positifs et justement nous sortent beaucoup de contenu qui n'a absolument aucun rapport avec le confinement et ça fait plaisir. Parce que du coup c'est ça moi qui m'aide à m'évader et c'est ça qui m'a donné envie aujourd'hui d'ailleurs de vous faire une vidéo après un mois déjà sans vidéo, voilà, pour me sortir un petit peu de ce quotidien et surtout pour vous parler aussi de quelque chose d'autre pour que vous puissiez sur YouTube tomber entre deux vidéos sur le confinement, tomber sur une vidéo qui parle d'autre chose que de ça. Et justement parce que je suis en train de tomber dans ce sujet, on va vite en sortir, on va commencer très vite avec les lectures que j'ai à vous présenter. Donc je suis très contente de moi parce que je me suis lancée un challenge Goodreads. Goodreads avec mon bel accent. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application sur téléphone qui vous permet de vous lancer des défis chaque année. Moi mon challenge annuel c'est de lire 100 livres. Et du coup l'avantage de cette application, donc je vous mets hop un extrait ici. L'avantage de cette application c'est qu'à chaque fois que vous finissez un livre, vous le rentrez dans votre application, vous marquez les dates de début et fin de lecture et ça vous permet d'alimenter votre challenge automatiquement. Par exemple, là je sais que depuis le début de l'année, j'ai lu 13 livres et puisque mon objectif est d'atteindre 100 livres, je suis à 13% de mon challenge. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on me conseille de lire 2 livres par semaine pour le restant de l'année afin d'achever ce défi. Donc en plus ça droit de petits conseils personnalisés. Non, en vrai c'est cool. En plus ça permet de se lancer des challenges annuels. Si je suis amie avec vous, ça me permet de voir votre progression et tout ça, donc je trouve ça cool aussi. Mais surtout, l'avantage de Goodreads, c'est qu'à chaque fois, j'ai le réflexe de rentrer le nom du livre quand je l'ai terminé. Et quand je sais plus forcément quel livre j'ai lu et à quelle période, il me suffit de me rendre voilà, dans mon fil d'actualité Goodreads et de remonter. Et c'est comme ça que j'ai pu me souvenir de tous les livres que j'avais lus en 3 mois. Parce qu'il faut savoir que ma mémoire, eh ben, c'est pire que celle du poisson rouge, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, donc il y a beaucoup de livres. J'ai lu quand même 13 livres, ce qui est plutôt cool, hein. En 3 mois, je suis plutôt contente. Alors je vais pas vous présenter les 13 parce que j'ai décidé de consacrer cette vidéo qu'à mes lectures vraiment favorites. Et pourtant il y en a quand même pas mal, hein, parce qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a quand même 8 livres, ça fait beaucoup, hein, 8 sur 13, autant dire que j'ai passé un plutôt bon début d'année. Hein. Voilà, donc c'était juste pour faire une aparté pour dire que du coup Goodreads c'est très intéressant, intuitif, ça peut vous aider à vous fixer des défis et surtout si vous êtes tête en l'air comme moi, ça peut vous aider à vous rappeler vos lectures passées. Donc si je reprends les premiers livres que j'ai lus,
cette année, c'était Calder et Eden. Donc on va commencer par ces livres-là. Donc Calder et Eden, c'est une duologie que j'ai lu du coup le tome 1 et le tome 2 en début d'année. C'était mes toutes premières lectures et franchement j'ai adoré. Donc le premier tome, je l'ai en format papier comme celui-ci et le deuxième tome, je l'ai forcément en version numérique. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme en fait d'attendre entre la fin de la lecture du tome 1 et le tome 2. J'ai direct enchaîné. C'était tellement une bonne lecture que franchement voilà, j'étais partie sur ma lancée, je pouvais pas m'arrêter. Faut savoir, sans vous spoiler bien évidemment, que la fin du tome 1 vous donne absolument envie de lire le tome 2 et la fin du tome 1 est tellement horrible que tu ne peux pas penser à autre chose sans que tu n'aies attaqué la suite. C'est vraiment, c'est physique quoi, je rigole pas avec ça, hein, je peux vous le dire. Moi qui n'ai pas forcément l'habitude d'enchaîner les tomes, bon, je dis ça, mais il y a quand même 2 séries que j'ai enchaînées, hein, vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. J'aime bien faire des pauses entre des tomes. Bon, là, je savais pas dès le début que c'était une duologie, donc ça va encore. Mais quand on part sur des longues séries, des fois, c'est bien de faire des petites pauses. Ben là, ça n'a pas du tout été le cas, j'ai voulu foncer. Donc maintenant que vous savez que j'ai adoré, on va peut-être parler un peu du résumé. Donc Calder et Eden, c'est une romance publiée aux éditions Hugo New Romance, donc romance pour adultes, qui va parler des sectes religieuses. Donc Calder et Eden, ce sont les deux personnages principaux. Calder a toujours vécu dans la communauté, donc c'est le nom de la secte. C'est ça, c'est la communauté. C'est un fils de travailleur agricole, un fils d'ouvrier, donc il est travailleur agricole, tout comme l'est sa famille, parce qu'on a plusieurs castes au sein de cette secte. On a ceux qui travaillent, alors si je me rappelle bien, parce que ça date de 3 mois, on a ceux qui travaillent du coup dans les champs, on a ceux qui sont plutôt dans la sécurité, et après on a le gourou de la secte. Et ce fameux gourou va revenir un jour de son expédition, parce que ce fameux gourou aime beaucoup partir à l'expédition pour ramener du monde dans sa communauté. Il va revenir avec une petite fille qui s'appelle Eden. Et là, vous allez voir dès le début que c'est un livre qui est très sombre et assez particulier. C'est que ce gourou, alors je ne saurais pas vous dire quel âge il a, mais il est adulte, nous sort que Eden va devenir sa compagne. Sauf que Eden, elle est encore petite à cette époque-là, je crois qu'elle doit avoir 10 ans, 10, 11 ans vraiment, un truc comme ça. Et en gros, ce monsieur le chef de la secte, monsieur le gourou, proclame à toute son assemblée que c'est Eden qui va sauver tout le monde. Voilà, donc Eden, je vous laisse penser à la connotation religieuse, mais je vais pas rentrer vraiment je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera à vous de le découvrir, mais en gros, il y a vraiment un mystère qui fait que Eden est la sauveuse, celle qui va sauver tout le peuple. Et pour sauver cette fameuse communauté, il va falloir qu'elle épouse, une fois qu'elle sera adulte, le gourou de la secte. Donc c'est vraiment très sombre parce qu'on parle d'un homme qui est quand même attiré par une petite fille. Alors certes, il va rien se passer tant qu'elle ne sera pas majeure, parce qu'il dit bien que d'abord il va l'épouser pour après la faire sienne, etc. Mais ça n'empêche que c'est quand même très très particulier. Donc évidemment, cette petite Eden, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle a été promise, elle est la promise, la future promise en tout cas du gourou de la secte. On va suivre pendant une bonne partie du tome 1 l'évolution de ces deux personnages, de leur enfance jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Donc on va voir le destin de Eden qui, en étant la future promise et en étant en plus une femme, ne peut pas être libre de ses choix. Et on suit aussi le quotidien de Calder qui lui a toujours été programmé pour penser comme toutes les autres personnes de la secte, c'est-à-dire le gourou, c'est vraiment le terme que j'utilise, mais le gourou a toujours raison, effectivement Eden est notre sauveuse. Voilà. À partir du moment où ils deviennent adultes et à partir du moment tout simplement où ils se rencontrent en étant enfants, ils vont commencer à créer des liens et Calder, qui lui est vraiment programmé pour penser comme les autres, va au fur et à mesure se questionner et puis pourquoi comme ci, et puis pourquoi pas comme ça. Et on va voir en fait en quoi le lien qu'il y a entre Calder et Eden va bouleverser la suite de l'histoire, notamment quand ils seront adultes. Donc comme je disais, du coup, le tome 1 est vraiment génial, le tome 2 l'est tout autant. On suit absolument toutes leurs pratiques, leurs coutumes, etc. Donc je sais plus si l'autrice Mia Sheridan a dit qu'elle s'était inspirée de faits divers ou si c'est purement de la fiction. Donc je ne saurais pas vous dire si ça se rapproche ou pas de quelque chose qui existe déjà. Après moi je ne suis pas très renseignée sur le thème des sectes. J'ai peut-être l'image que tout le monde a d'une secte mais pas dans les détails. Et je peux vous dire que franchement ce livre-là, faut quand même être assez accroché pour se lancer dans cette duologie. Donc j'ai adoré, moi franchement tout ce qui est psychologique, etc. Sombre, torturé, ça me plaît. Donc j'ai beaucoup aimé et le tome 2 aussi. Voilà.
Ensuite, bah, je vais me suivre Goodreads pour savoir ce que j'ai lu par la suite. Décidément, cette application va me suivre tout au long de la vidéo. Donc j'ai lu Promets-nous par Julie Bradfer. Ah, alors, là c'est très intéressant parce que je vais vous présenter 3 livres en un. Donc, encore une aparté, décidément, je vous en fais beaucoup dans cette vidéo. Avec Eugénie, du compte Instagram Reading by Nini, que je vous mets ici, on a créé le prix de la romance francophone des influenceurs littéraires. Autant dire le prix à rallonge. Donc je vous l'écris ici, voilà, au cas où. Donc on a créé un compte Instagram pour ce prix. Donc d'ailleurs je vous l'écris si ça vous... Enfin je vous l'écris ici, si ça vous dit d'aller voir. En fait, ce prix vise à récompenser une romance francophone éditée entre 2019 et 2020 pour la première fois. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a 3 livres qui font partie de mes lectures favorites de 2020 qui sont finalistes de ce prix parce que les résultats sont en train de sortir. Donc les livres que je vous présente là sont évidemment déjà sortis sur le compte Instagram du prix de la romance, hein. Je ne vais pas vous spoiler les résultats, mais il y a quand même 3 livres qui en font partie, donc j'avais vraiment envie de vous les présenter. Donc je vais faire très rapide parce qu'il me semble qu'il y a la chronique de ces 3 livres déjà sur le blog. Si c'est pas le cas, bah, ça ne saurait tarder, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Donc, premier livre que j'ai lu, que j'ai adoré, qui est finaliste du prix de la romance francophone. Hop, on a Recherche, colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. Ouf, le titre à rallonge. Écrit par Emma Green. Alors Emma Green, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont 2 autrices et non pas une seule, donc ils se cachent sous le pseudo Emma Green. C'est un livre que j'ai adoré. En fait, ça nous parle d'une énorme coloc avec 5 personnes. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'Ada qui hérite d'un énorme appartement, mais qui est complètement à rénover. Donc elle va faire appel à un architecte qui s'appelle Brody Gallagher, un bel irlandais, et elle va lui demander de remettre l'appartement à neuf pour pouvoir le vendre et se débarrasser de cet héritage. Parce que de toute façon, Ada, elle a besoin de son argent et elle se voit pas rester dans cette maison qui lui rappelle beaucoup de souvenirs. Brody Gallagher, donc qui est architecte, lui dit « Oui, mais ça va coûter beaucoup trop cher pour le moment. » Donc il lui donne une astuce. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une coloc? Comme ça, les sous que vont te verser tous les colocs, sachant qu'il y a quand même 5 chambres, c'est vraiment un très grand appartement, pourront te servir à financer les rénovations. Donc à partir de là, va naître un marché entre Ada et Brody. Ada va héberger gratuitement Brody dans une des chambres, donc il va devenir son coloc, et en échange, lui, il va faire les travaux dans l'appartement. Et au fur et à mesure de l'avancée des travaux, des chambres vont se libérer, et du coup, Brody et Ada vont recruter de nouveaux colocs. Alors évidemment, ce qui est vraiment ouf dans cette histoire, c'est que chaque coloc est complètement différent, que ça soit dans leur caractère, ça soit dans la manière dont ils vont débarquer dans l'appartement, ou tout le bordel qu'ils vont mettre là-dedans. C'est vraiment super. Les relations que vont nouer les personnages entre eux est aussi top. Sans parler forcément de la romance, hein, parce que la romance c'est un peu le thème principal de ce livre, parce que Emma Green les 2 autrices sont connues pour écrire de la romance contemporaine, donc ce qu'est ce livre, mais même en dehors de la romance, vraiment c'est génial parce qu'entre ces 5 personnes-là, même s'ils arrivent au fur et à mesure, il y a vraiment des relations ultra particulières qui naissent en fait, et c'est vraiment un pur plaisir de lire ce livre qui est un tome unique, donc ça c'est bien de le savoir, c'est-à-dire que vous achetez ce livre et vous terminez l'histoire à la fin. D'un côté c'est cool parce que du coup pas besoin de se lancer dans une série à rallonge, d'un autre côté on se dit qu'on aurait bien voulu avoir une suite avec ces personnages-là. Tant pis. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé et ce livre est finaliste du prix, donc c'est pas pour rien. Et de toute façon, Emma Green, ce sont 2 autrices géniales. Alors, ensuite, on a Promets-nous de Julie Bradfer. Donc là, cette fois-ci, c'est édité aux éditions Nisha. Donc, je sais pas si je l'ai précisé. Recherche, colloque, c'est aux éditions Addictive. Promets-nous, c'est aux éditions Nisha. Donc ce livre, je vais vraiment pas vous en parler beaucoup parce que la chronique, pour le coup, est en ligne sur le blog. Trop bien, vraiment trop bien. Donc là aussi, c'est un tome unique. Mais bon, vu l'épaisseur du livre, voilà, on se doutait bien quand même qu'il n'y allait pas avoir énormément de tomes. Parce que ce livre fait quand même 568 pages. Alors ce qui est bien quand même, c'est que la mise en page des éditions Nisha est assez aérée. On a des marges énormes.
Voilà, donc ce qui fait qu'au final ça se lit quand même très vite, même si on a une petite brique devant nous. Donc dans ce livre, c'est comme pour Calder Eden, on est dans une ambiance très particulière. Là on n'est pas dans une secte, mais on est dans l'histoire de Tess et Aaron, qui sont deux enfants qui sont placés de foyer en foyer de leur plus jeune âge. Donc évidemment, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, le quand, le pourquoi, du comment. On nous dit noir sur blanc, Tess vit aujourd'hui dans les rues de New York, en marge de la société, effrayée par le moindre contact physique. Donc autant vous dire, et d'ailleurs c'est ce qui m'a perturbée dans ce livre et je m'en souviens encore, c'est que dès le début, les premières scènes, c'est les scènes de Tess qui est toute seule dans la rue en train d'essayer de survivre à New York. Alors on est loin des romances où tout est beau, tout est rose, où les personnages vont bien. Là on est vraiment sur quelque chose de ultra psychologique, d'une adulte, parce que là pour le coup elle est adulte même si elle revient sur son enfance par la suite. On va découvrir pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Et surtout, l'élément clé qui va débarquer dans sa vie, c'est Aaron qui débarque quand elle est adulte. C'est un garçon qu'elle connaissait déjà quand elle était plus jeune, qui avait vécu en foyer avec elle. Mais du coup, elle avait coupé tout contact avec Aaron parce qu'il s'est passé quelque chose que vous découvrirez dans les livres. Bref, elle n'a plus eu de nouvelles de lui pendant très longtemps. Et là, elle, en étant SDF, elle va le revoir, mais dans un contexte très particulier, après des années d'absence. Et évidemment, tout ça va chambouler tout le quotidien de Tess, mais aussi de Aaron. Et là, on va pas arrêter tout au fil de l'histoire de retourner dans le passé déjà, pour tenter de comprendre un petit peu les fondements de cette histoire, parce que, comme je vous dis, les premières scènes, c'est directement plongé dans Tess qui est adulte et qui vit dehors. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, au fur et à mesure des chapitres, on retourne en arrière. C'est un livre très profond, de toute façon Julie Bradfer, c'est une autrice qui écrit de super histoires. Elles sont quasiment toutes, je crois, éditées chez Nisha. Moi j'en ai lu plusieurs et franchement je vous recommande à la fois cette autrice et cette maison d'édition, c'est vraiment top. Et ce livre, déjà la chronique est sur le blog, donc n'hésitez pas à le voir. Et ce livre est encore une fois finaliste du prix de la romance francophone et c'est pas pour rien. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette histoire aussi. Et enfin, le troisième et dernier livre que je vais vous présenter, qui est finaliste, une fois encore, pour ce prix de la romance. Oui, parce ce qu'il faut savoir qu'on a 10 finalistes du coup pour ce prix, c'est Nos âmes tourmentées, écrit par Morgane Moncombe aux éditions Hugo Roman. Du coup, Nos âmes tourmentées, de quoi ça parle? Et ben de sujets vraiment pas drôles du tout. Super, donc je partais avec beaucoup d'enthousiasme et au final, je passe à clair et net. Ouais, c'est chaud du bulbe, c'est vraiment chaud du bulbe. Ce livre va parler de viol, de cyberharcèlement et beaucoup de violence dans cette histoire-là. J'en ai pleuré. Alors pour que je pleure pour des histoires, j'avoue que voilà, ça m'arrive pas non plus très souvent. Alors je suis hypersensible, d'accord, mais je vais pas non plus souvent pleurer pour des livres. Là ça a été le cas. Et ça a été très violent, voilà, donc il vaut mieux le savoir. Donc ce qui est vraiment sympa avec cette histoire, c'est que Morgane Moncombe a réussi à doser à la perfection à la fois les moments vraiment presque traumatisants, donc toujours en lien avec, comme je vous disais, le viol et le cyberharcèlement, et en même temps les moments qui sont un peu plus comiques, un peu plus joyeux et qui permettent de pas forcément tomber dans le gouffre de nos émotions. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur le coup, c'est poignant. Sur le coup, quand tu connais pas l'histoire, quand tu t'y attends pas, waouh, t'as du mal à le digérer. Mais finalement, quand tu le vois dans son intégralité, tu te dis que c'est une très bonne histoire. Que Morgane Moncombe parle de choses qui sont malheureusement, faut le dire, véridiques. Surtout pour nos adolescents d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Les personnages sont très attachants. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point que j'ai mis dans ma chronique. Donc oui, la chronique est sur le blog, n'hésitez pas à aller la voir. Les personnages sont vraiment attachants et nous permettent de passer des fois de bons moments, des fois un peu moins. Surtout quand on pensait que c'était des personnes très sympas et qu'au final c'est des vrais enfoirés. Voilà, tu t'attaches pas avant de les détester. Par contre, il y en a, franchement, c'est moyen, quoi. C'est-à-dire qu'au début tu les kiffes et à la fin tu les kiffes plus vraiment. Donc ouais, franchement, Morgane Moncombe, elle est forte pour réussir à doser déjà parfaitement, comme je disais, les scènes joyeuses, les scènes qui le sont moins, et aussi à créer des personnages qui sont pas lisses. Chacun a une histoire, chacun a vraiment quelque chose de particulier, que ce soit dans son trait de caractère, dans la manière dont il va agir ou dans son histoire. Les personnages sont du coup très intéressants et permettent de relativiser à certains moments l'histoire, ou au contraire ce sont des parfaits enfoirés qui vont du coup encore plus te miner le moral. Voilà. Donc cette histoire aussi est finaliste du prix de la romance et franchement ouais, elle est géniale, vraiment géniale.
Par contre voilà, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, ou au contraire si vous voulez sensibiliser les jeunes sur le cyberharcèlement, sur le viol, pourquoi pas. Après voilà, quand même il vaut mieux le savoir avant de lire l'histoire, surtout que c'est pas du tout indiqué dans le résumé. Même si l'autrice, dès le début, elle nous a fait voilà, un avertissement. Donc on a un avertissement de pleine page dès le début, mais c'est pas notifié derrière. Donc pensez bien à lire quand même l'avertissement. Peut-être que ça vous fera ou pas changer d'avis. Mais voilà, donc faut pas trop se méfier des couvertures qui peuvent penser que des fois c'est la romance un petit peu contemporaine. Enfin, la romance contemporaine, oui, mais un petit peu frivole et pas trop prise de tête, parce que là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Je vous laisse voir mon avis en ligne pour avoir plus de détails sur ce livre. Ensuite, on va passer à Rosen. Oui, parce que je ne marre d'aller chercher Goodreads tout le temps. Rosen, le tome 1. Alors, c'est une réédition, parce que si je ne me trompe pas, la version grand format a été éditée chez les éditions Plume Blanche, je crois. Si c'est faux, je mettrai le vrai nom de la maison d'édition ici. En tout cas, moi, je l'ai reçu au format poche des éditions J'ai lu, et dans une couverture absolument trop magnifique. Regardez-moi cette magnifique ouverture. Donc Rosen, de quoi ça parle? Donc en fait, Rosen, c'est l'héroïne de ce livre et c'est à la fois le nom du livre. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Rosen est une djinn. Les djinns ont tous des pouvoirs. Sauf que ça fait maintenant plusieurs siècles que tous les djinns sont neutralisés. Enfin, en tout cas, les pouvoirs des djinns sont neutralisés par des bracelets. Des bracelets magiques confectionnés par je ne sais plus quelle sorte d'être maléfique. J'ai oublié le nom, mais en tout cas c'est une autre espèce que les djinns. Donc il y a les djinns et il y a les autres. Et voilà, c'est les autres qui ont décidé d'asservir les djinns parce qu'ils les trouvaient beaucoup trop puissants. Donc Rosen est une princesse djinn et elle va être missionnée par son père pour partir donc du coup chez leurs ennemis. Parce que pour le coup ce sont vraiment leurs ennemis. Pour rencontrer les princes. Donc ce livre, je vous la fais courte, c'est à la fois un mélange entre la sélection de Kirakas et avec des petites touches d'Harry Potter balancées dedans. Voilà. Je pense à Harry Potter notamment parce que dans le palais, à un moment donné, on nous explique que les couloirs changent tout le temps de place. Et du coup, souvent quand on se balade dans les couloirs, eh bien on se perd parce qu'on ne sait plus quelle porte est associée à quelle porte et dans quelle direction va le couloir. Donc ça, c'était une petite référence à Harry Potter. De même pour les tableaux avec des personnages à l'intérieur qui parlent, comme dans Harry Potter. Bref, c'est des petites anecdotes dispatchées par-ci par-là. La sélection, pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, Rosen, c'est une princesse, donc elle va partir avec ses deux sœurs, donc je crois que il y a la grande sœur et la toute petite sœur, chez leurs ennemis pour rencontrer les princes, en vue de créer des liens, les liens évidemment de mariage, pour rassembler les peuples. Je sais même pas si c'est un bracelet en fait, je parle de bracelet, mais... non, je crois que c'est un tatouage ou une connerie du genre. Enfin, il y a un truc sur leur poignet, en gros, qui prouve que effectivement leurs pouvoirs sont neutralisés. Et quand le premier chef, le premier roi djinn a été neutralisé, tous ses héritiers le sont automatiquement. Ce qui fait qu'en fait Rosen n'a rien fait, n'a rien demandé, pourtant déjà ses pouvoirs sont neutralisés. Du coup l'histoire va pas du tout se passer comme prévu, et alors la fin nous fait prendre un tournant complètement radical dans l'histoire, et parce qu'on se rend compte que le tome 2 va être complètement différent du tome 1. Malheureusement le tome 2 n'est pas encore sorti aux éditions J'ai lu, mais par contre dans son autre format, son ancienne édition, c'est déjà le cas. Donc peut-être que je vais me renseigner pour prendre le tome 2, parce que franchement j'ai trop envie de lire la suite. Ensuite je sens qu'en fait je vais pas aller au bout de ma vidéo, hein, parce que j'ai beaucoup trop de livres à vous présenter, c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Je vous présente deux livres qui sont Origine, les tomes 1 et 2. Donc actuellement je suis en train de lire le tome 2, mais il y a une semaine j'étais dans la relecture du tome 1. Origine, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas le début d'une série, mais plutôt la suite. En fait, Origine, c'est la suite de la série Lux, écrite par Jennifer L. Armentrout. Série Lux composée de 5 tomes que j'ai lus, relus et encore lus. Jennifer L. Armentrout est une autrice vraiment formidable, elle a écrit aussi la série Covenant, qui est juste géniale. Bref, dès que Jennifer L. Armentrout écrit un livre fantastique, hein, parce qu'elle écrit aussi de la romance contemporaine, tout ça, et ça j'avoue que un moyen, mais en tout cas dès que c'est du livre fantastique et young adulte, moi j'adore. Et du coup, moi qui pensais avoir vraiment adoré Lux, je me suis rendu compte qu'il était possible d'aimer davantage la série Origine. Donc évidemment je ne vais absolument pas vous parler de ce livre parce que c'est quelque chose qui se passe 4 ans après la fin de la série Lux.
Donc je vais éviter de vous spoiler quand même. Hein. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on repart sur de nouveaux personnages principaux, mais en retrouvant quand même, en tant que personnage secondaire, plein de héros qu'on avait dans Lux, qu'on a vu du coup défiler au fil des 5 années. Enfin des 5 tomes, pardon. J'ai beaucoup aimé Luc. Oh, Luc, c'est un véritable coup de cœur. Hein. Quand on parle de book boyfriend, là c'en est un complètement. Et en fait voilà, donc je ne sais pas du tout de combien de tomes sera composée cette histoire. En tout cas ce sont des beaux pavés, hein, surtout le tome 2 qui fait quasiment 600 pages je crois. Oui, on est quand même sur du 569 pages. Là je suis quasiment arrivée à la moitié, j'aime tout autant, c'est trop bien, c'est même encore mieux que Lux. Donc voilà, je suis trop contente et sachant que toutes les séries de Jennifer L. Armentrout en matière de fantastique young adult sont géniales. Je pense que je vais adorer la série Origine. Parce que là j'ai adoré le tome 1, j'adore le tome 2, je ne sais pas du tout combien il y aura de tomes, mais je pense que toute la série sera super en fait. C'est pas possible de pas aimer. C'est pas possible de pas aimer l'univers à la fois de Lux et d'Origine. Parce que l'univers reste le même, hein, seuls les personnages et l'intrigue changent, mais tout le contexte reste le même. Et franchement, si vous avez adoré Lux, mais lancez-vous dans Origine. Quand vous serez triste en vous disant « Oh, je ne trouverai plus mes personnages de Lux », et ben là, vous direz « Hop, je repars sur une nouvelle série avec des personnages encore mieux et surtout avec Luc ». Voilà, si vous l'avez toujours pas compris, j'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, ça y est, c'est enfin la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été très longue, je sais, comme d'habitude, hein. Vous savez que moi, je n'arrête pas de parler, surtout en ces temps de confinement où j'ai besoin de m'exprimer. Ben voilà, ça a été le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez déjà lus ou que vous comptez lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que franchement, tout ce que je vous ai recommandé aujourd'hui, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je vous les recommande. Ils sont tous géniaux. Voilà. Du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis au revoir.